Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et en Israël, les familles des otages montent encore au créneau. Ce dimanche de grève marque une nouvelle étape dans les manifestations qui ont lieu déjà chaque samedi dans la capitale Tel Aviv. Elle intervient, cette manifestation, alors que l'armée israélienne, vous le savez, a récemment validé un plan visant à occuper la ville de Gaza. On a eu aujourd'hui plusieurs milliers d'Israéliens qui sont donc descendus dans la rue pour réclamer de leur gouvernement un accord de cessez-le-feu à Gaza. Gilles Boutin, les familles peuvent se faire entendre ou Benjamin Netanyahou fait la sourde oreille? Depuis le début, Benjamin Netanyahou oppose un silence poli à leurs revendications. Il affirme depuis la contre-attaque consécutive aux attentats du 7 octobre une intransigeance absolue. Et là, il le poursuit. Ce qui me conduit à penser que les manifestations des familles des otages risquent de durer encore, puisqu'il n'est pas parti pour leur donner satisfaction. Benjamin Netanyahou a une assise politique telle, on a une coalition qui est configurée de telle sorte que rien ne le pousse à lever le pied, sinon cette coalition risque d'exploser. Et je pense que Benjamin Netanyahou estime être jugé par l'histoire, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait de fortes pressions en interne et qu'il soit très impopulaire au niveau international, ça ne m'étonnerait pas qu'il se dise que dans 20 ans, dans 50 ans, on le regarde différemment comme celui qui a osé mener le combat jusque-là contre le Hamas. Je ne parle pas de ces casseroles judiciaires et du risque d'enquête qui vont le poursuivre une fois qu'il ne sera plus au pouvoir sur sa responsabilité dans les attentats du 7 octobre. Mais je pense sincèrement qu'il positionne son action dans cette perspective et qui fait totalement sens, son action dans la bande de Gaza ainsi que ce qui se passe en Cisjordanie. La colonisation, ça s'intègre dans un mouvement tout à fait cohérent compte tenu de sa vision d'Israël et du grand Israël que défendent ses alliés. Donc je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin. Il n'y avait pas de raison pour lui d'arrêter les combats avant. Pourquoi arrêterait-il maintenant? Je pense que ça va continuer, que les manifestations des familles des otages vont continuer. Je vous propose d'écouter en tout cas Isaac Herzog, qui est le président d'Israël, qui a pris la parole aujourd'hui. C'était sur la place des otages à Tel Aviv. Écoutez. Depuis 681 jours, nous les voulons de retour chez eux le plus tôt possible. Le monde devrait les vouloir de retour chez eux dès que possible. Arrêtez d'être une bande d'hypocrites. Insistez, parce que quand vous savez comment insister, vous insistez. Insistez et dites au Hamas, pas d'accord, rien, tant qu'ils ne seront pas libérés. Et je veux dire à nos frères et sœurs partout dans le monde, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Nous voulons que les otages rentrent à la maison. Ils sont la question la plus importante au monde et nous voulons les voir revenir dès que possible. Merci beaucoup. Un petit peu surprenant quand même, il souhaite les voir revenir le plus vite possible, mais ce qu'il offre sur la table, ça ne va pas inciter à la libération, Elliot Maman. Oui, en effet. Alors, précisons simplement qu'Isaac Herzog n'a pas de pouvoir politique en Israël. Il a simplement un rôle de représentation, mais dans un régime ultra-parlementaire comme le pays Israël et comme l'État hébreu, pardonnez-moi. De fait, le président n'a pas beaucoup d'influence sur le courant des choses politiques. Simplement, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on a entendu une instrumentalisation de la part de certaines parties du gouvernement Netanyahou, notamment par une déclaration du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, plus tôt dans la journée, qui visait à présenter ces manifestations comme un facteur de division absolument inacceptable et qui pourrait ébranler la sécurité d'Israël par rapport à son combat contre le Hamas. Et cela fait d'ailleurs écho à des propos qui avaient déjà été tenus par ces mêmes partis, selon lesquels le Hamas s'est senti suffisamment en confiance pour attaquer Israël le 7 octobre, précisément parce qu'il y avait eu déjà d'importantes démonstrations de désaccords politiques dans les mois qui ont précédé le 7 octobre. D'ailleurs, on peut tout de même reconnaître que la sociologie électorale qui a manifesté aujourd'hui est globalement la même que celle qui manifestait contre la réforme judiciaire avant les attentats du 7 octobre. Donc, il faisait référence à un problème de politique interne en Israël. Et je trouve que ce genre de propos sont véritablement regrettables parce qu'ils font oublier que le véritable argument, la véritable force d'Israël dans cette région, c'est précisément d'être une démocratie. Et que l'expression de désaccord n'est absolument pas une faiblesse, c'est au contraire le rappel du caractère démocratique d'Israël, que pourtant l'intégralité des adversaires d'Israël cherchent à nier. Et donc je pense au contraire que le gouvernement devrait se satisfaire de voir des démonstrations d'opposition et que précisément c'est l'un des arguments moraux qui rappelle la supériorité d'Israël dans la région. D'autant que c'est difficile à tenir, parce que quand même 54%, selon un récent sondage, des Israéliens veulent un retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza
pour une libération et une libération des otages, ce qui sous-entend qu'ils seraient d'accord pour qu'il y ait un échange avec des prisonniers palestiniens. Ça revient quand même à dire que plus de la moitié de la population pense mal et ne fait pas un bon usage effectivement de son droit de manifester, enfin de faire entendre sa parole. Alors même que, comme l'a rappelé le chef d'état-major, la controverse fait partie intrinsèquement de la culture d'Israël. Donc ils ont un sérieux problème de cohésion et même d'acceptation du débat en interne. Mais ce n'est pas surprenant quand on voit la direction qui est prise, effectivement. Choisir de poursuivre les combats de la sorte n'est pas sans conséquence. J'en avais déjà parlé à ce micro, mais c'est parce que ces otages dont on parle précisément valent moins qu'avant, je pense. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux autrefois. Oui, préciser. Ce que je veux dire, c'est qu'autrefois, lorsqu'un soldat israélien était pris en otage par les Palestiniens, il valait, pardon d'utiliser ces termes particulièrement cyniques, environ 1000 prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, le Hamas a pris en otage des milliers de personnes. Beaucoup sont morts entre-temps, et ceux qui ont été libérés ont été échangés également contre beaucoup de Palestiniens. Mais quand on regarde dans les faits, l'otage a perdu en valeur. Et ce qui s'est passé dans la psychologie d'une partie de la société israélienne, et notamment chez les gouvernants, c'est ce sentiment que dans la riposte, évidemment qu'il y aurait des pertes et des dommages collatéraux et que ça se traduirait par des pertes chez les otages. Ce qui conduit à dire que la sacralité de l'otage qui était réelle avant, s'est profondément dégradée. Et Benjamin Netanyahou, dans ses calculs, considère donc que s'il poursuit son offensive, oui, il y aura potentiellement des otages qui mourront, mais parce qu'il poursuit un but plus grand. Et la poursuite de ce but plus grand l'autorise désormais, alors que ce n'était pas le cas avant, à envisager que des otages israéliens perdent la vie. Justement, ça, Elliot Maman, c'est pas entendable par rapport à ces familles d'otages. Et puis aussi, ça peut servir leur pression, leur coup de pression qu'ils tentent de faire aujourd'hui une nouvelle fois avec cette grève, donc qui n'a pas a priori trop été importante, hein, quelques opérations ponctuelles en divers endroits, mais l'activité est restée quand même relativement présente à Tel Aviv et normale. Mais comment l'opposition justement politique à Benjamin Netanyahou peut transformer l'essai avec ça? Oui, absolument. Et d'ailleurs, simplement, rappelons que même si en effet les manifestations n'ont pas intégralement paralysé le pays, il y a eu d'importants ralentissements qui ont pu être observés, ce qui est significatif puisque en Israël, le dimanche, c'est notre lundi, naturellement, puisque le week-end est décalé par rapport aux normes occidentales. Maintenant, ce qui est tout de même intéressant pour revenir sur ce que vient de dire Gilles Boutin, c'est que il y a aussi une partie importante de la population, au-delà même du gouvernement, qui considérait que ces échanges de prisonniers contre des concessions politiques faites par la partie gazaoui, qu'il s'agisse de libération d'otages ou d'autres types de négociations qui avaient pu avoir lieu par le passé, étaient hautement asymétriques, puisque les prisonniers palestiniens retenus en Israël sont généralement soit des personnes suspectées de terroristes, soit des détenus de droit commun, et qu'on les échangeait à chaque fois contre des personnes absolument innocentes du côté israélien, en plus naturellement d'être toujours libérés généralement par milliers, comme vous venez de le dire, tandis que les concessions et les rétrocessions faites par le Hamas étaient toujours véritablement faites au compte-gouttes. Et d'ailleurs, cela fait écho à une autre démonstration qui est qu'on a toujours rappelé que Sinwar, qui est le théoricien et le principal agent de terrain des attaques du 7 octobre, avait précisément fait l'objet d'une libération au cours d'un précédent accord. Et c'est pourquoi il y a quand même un véritable débat politique quant à la pertinence des échanges qui pouvaient être faits sur cette question-là. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end, 20h40. On poursuit nos discussions, nos réflexions autour de cette journée de grève des familles des otages retenus par le Hamas, justement, à Gaza. Petite question pour vous, Gilles Boutin. Est-ce que le gouvernement israélien peut maintenir comme ça sa ligne sans s'attirer un isolement de l'intérieur et de l'extérieur au niveau international ? Mais le seul facteur qui pourrait le retenir, je pense, c'est le soutien américain. C'est-à-dire que si vous n'avez plus les munitions, vous ne pouvez plus avancer, à moins que Israël ait constitué suffisamment de stocks de manière autonome. Ça, on n'est pas dans le secret des arsenaux. Je vois mon camarade de plateau qui me dit qu'a priori non. Donc, il y a toujours des bonnes infos. Elliot, il sait tout. Le nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est par conséquent les armes. Si l'argent et donc les armes se tarissent, à ce moment-là, il ne pourra pas aller plus loin. En revanche, au niveau politique, rien ne le retient pour le moment, puisqu'il a la coalition qui lui convient pour poursuivre les opérations dans la bande de Gaza et également en parallèle poursuivre l'effort de colonisation en Cisjordanie, ce qui rend
toute solution à deux États impossible aussi. Elliot Maman, en poursuivant comme ça dans cette direction du contrôle de Gaza par l'armée israélienne, est-ce que Benjamin Netanyahou, lui, va s'isoler complètement seul contre tous ? Disons qu'il l'est déjà plus ou moins. Les sondages sont assez clairs quant au fait, comme on vient de le rappeler, que 50% de la population israélienne estime que Israël devrait avoir une forme de souveraineté sur Gaza. 50% estiment au contraire que, et c'est mon cas, la décision de Sharon en 2005 de se retirer de Gaza était une décision juste et grande et a servi les intérêts israéliens. Donc, disons qu'il fait simplement référence à des clivages qui sont déjà plus ou moins prégnants dans le pays. Maintenant, je pense que l'ambition initiale de Benjamin Netanyahou, qui n'est pas un messianique, n'était pas de retrouver une souveraineté israélienne sur Gaza, et qu'il espère au contraire que se montrer très vocal sur cette plan, sur cette initiative-là, lui permet d'abord de maîtriser sa coalition qui n'a plus beaucoup de temps à tenir, puisque de toute façon, les prochaines élections auront lieu en octobre 2026. Et si il parvient en effet à faire retarder son procès pour corruption en marge de cet effort de guerre à Gaza, il ne parviendra pas en revanche à retarder les élections, puisqu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle israélienne qui autorise un gouvernement à prolonger une durée de législature. Donc quoi qu'il arrive, Benjamin Netanyahou va être inquiété juridiquement. Alors oui, il a un procès pour corruption qui est déjà ouvert. Il s'est ouvert en mai dernier, me semble-t-il. Alors il est parti pour durer plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de prévenus à faire venir, que la matérialisation, la caractérisation des faits est un peu compliquée. Mais oui, il est de toute façon déjà inquiété judiciairement. Il n'est absolument pas condamné naturellement, puisque Israël est une grande démocratie. Et donc toutes les parties auront l'occasion de s'exprimer au cours de ce procès. Mais oui, il a déjà des problèmes judiciaires qui sont certains. Et simplement, de manière très factuelle, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le budget militaire israélien avant le 7 octobre était de 25 milliards par an, dont 6 milliards provenaient directement du Congrès américain, ou du moins de l'administration américaine. Et depuis le 7 octobre, les États-Unis ont directement investi 18 milliards sur place, en plus donc d'actifs qui ont été envoyés directement à Israël, en plus d'avoir mobilisé des forces à eux dans la région pour aider notamment Israël dans l'interception d'un certain nombre de missiles qui pouvaient leur être envoyés. Donc on comprend que la participation tant économique que matérielle des États-Unis est absolument primordiale. Même si Israël conserve sa souveraineté dans sa décision concrète sur le terrain, Israël ne pourra rien faire sans les États-Unis, hélas. Mais il y a quand même un angle mort. C'est à partir de quand le gouvernement israélien pourra-t-il considérer que le Hamas a été défait ? On n'est pas dans une guerre conventionnelle. Il en reste 20 000 là, dit-on. Oui. Et là aussi, c'est une spéculation. C'est le Hamas avec d'autres entités qui gravitent autour. Tout cela n'est pas unifié et on n'est pas donc dans une guerre conventionnelle. On n'est pas à Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale à obtenir une reddition lorsque tout le monde est acculé et qu'il n'y a strictement plus aucune force capable de se battre. On a affaire à des soldats qui sont dispersés, enfin des soldats, des combattants islamistes. Donc, il n'obtiendra jamais cette date symbolique qui lui permet de dire que le Hamas a été défait. Alors, quand décidera-t-il d'arrêter les opérations pour faire quoi ensuite ? Il est dans l'inconnu total. Et ça, là, on voit bien que Benjamin Netanyahou ne maîtrise pas son agenda et la suite, il ne le maîtrise pas de manière absolue, je veux dire, et la suite des événements.